Il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce sourire en coin que je n'oublierai jamais, et il m'a dit « Je ne vois pas ton nom écrit dessus ». Puis il a verrouillé sa BMW noire, ce clic métallique qui résonne encore dans ma mémoire, et il est parti vers sa maison sans se retourner. Sa voiture était garée pile devant ma porte de garage, celle que je devais ouvrir dans 15 minutes pour emmener ma fille aux urgences. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans, je suis pharmacien depuis 14 ans maintenant, d'abord comme adjoint dans une officine du 11e arrondissement, puis comme titulaire d'une petite pharmacie de quartier à Montreuil. Je vis dans un pavillon de cette même ville avec ma femme Céline et nos 2 enfants, Léa qui a 7 ans et Hugo qui vient d'en avoir 4. On a acheté cette maison il y a 6 ans, après des années d'économie, de compromis, de rêves reportés. C'est notre premier vrai chez nous, notre refuge, notre investissement pour l'avenir. Et ce jour-là, devant ma porte de garage, avec ma fille qui brûlait de fièvre à l'intérieur de la maison, j'ai compris que certaines personnes ne méritent pas votre politesse. Certaines personnes ne comprennent qu'un seul langage, celui des conséquences. Cette histoire, c'est celle de mon voisin qui a cru pouvoir me marcher dessus pendant des mois, qui a cru que parce que j'étais poli, parce que j'étais patient, parce que j'essayais de résoudre les choses calmement, j'étais faible. Il s'est trompé. Lourdement trompé. Je vais vous raconter comment un homme qui pensait être au-dessus des règles a fini par payer chaque centime de son arrogance. Comment j'ai utilisé tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen qui connaît ses droits pour lui faire comprendre une leçon qu'il n'oubliera jamais. Si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, où les gens qui abusent des autres finissent par recevoir exactement ce qu'ils méritent, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est exactement ce genre d'histoire. Une histoire de patience, de méthode et de vengeance parfaitement légale. Ce matin-là, quand sa BMW bloquait mon garage et que ma fille avait 40 degrés de fièvre, j'ai dû appeler une ambulance. Devant ma propre maison, parce que je ne pouvais pas sortir ma voiture. Les ambulanciers ont regardé la situation avec des yeux ronds. L'un d'eux m'a demandé si c'était une blague. J'aurais voulu que ça en soit une. Ma femme pleurait, ma fille gémissait dans ses bras. Et lui, Monsieur Bertrand, mon voisin depuis à peine 3 mois à l'époque, il nous regardait depuis sa fenêtre du premier étage avec une expression que je ne peux décrire que comme de l'indifférence totale. C'est ce jour-là que j'ai décidé qu'il allait payer. Pas avec mes poings, pas avec des cris, pas avec des actes stupides qui m'auraient mis dans l'illégalité. Non, il allait payer avec le système, avec la loi, avec chaque outil administratif et juridique que la République française met à disposition de ses citoyens. Et croyez-moi, quand vous savez comment utiliser ces outils, ils sont redoutables. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Notre rue s'appelle la rue des Lilas. C'est une petite rue résidentielle typique de la banlieue parisienne, dans le quartier des Refins à Montreuil. Des pavillons des années 70 pour la plupart, avec leurs petits jardins devant, leurs garages individuels, leurs haies de tuyas qui ont besoin d'être taillées. Le genre de rue où tout le monde se connaît, où on se salue le matin sortant les poubelles, où les enfants jouent encore dans la rue le mercredi après-midi. Quand on a emménagé il y a 6 ans, on est tout de suite tombé amoureux de l'endroit. Notre maison n'est pas grande, 110 mètres carrés sur 2 niveaux, avec un garage attenant qui donne directement sur la rue. Le garage, c'était un critère essentiel pour nous. Avec 2 enfants en bas âge, pouvoir charger et décharger la voiture à l'abri de la pluie, c'était un luxe qu'on s'était promis de s'offrir. La rue est étroite, je dois le préciser. 5 mètres de large à peine, ce qui est courant dans ces lotissements d'après-guerre. Le stationnement est réglementé par un arrêté municipal que tout le monde respecte. Chaque maison a soit un garage, soit une place de parking attitrée devant chez elle. C'est marqué au sol avec des lignes blanches. C'est indiqué sur un panneau au début de la rue. Et surtout, c'est une règle de bon sens que tous les voisins appliquent depuis des décennies. Nos voisins de gauche, les Dupont, sont là depuis 32 ans. Monsieur Dupont est retraité de la RATP, sa femme était institutrice. Des gens adorables qui nous ont accueillis avec un gâteau maison le jour de notre emménagement. De l'autre côté, il y avait les Martin, un couple de notre âge avec 3 enfants. On faisait des barbecues ensemble l'été, on se gardait mutuellement les gosses quand il y avait un imprévu. La vie de quartier idéale, vraiment. Et puis, les Martin ont déménagé. Mutation professionnelle à Lyon. On était triste de les voir partir, mais c'est la vie. Leur maison est restée en vente pendant 8 mois. Un panneau bleu et blanc devant la haie, des visites le week-end, des voitures qui ralentissaient pour regarder. Et puis un jour, le panneau a disparu. Vendu. Le nouveau propriétaire s'appelait Philippe Bertrand. 52 ans, divorcé, cadre supérieur dans une entreprise de conseil en management.
Il est arrivé un samedi de septembre avec un camion de déménagement et une BMW série 5 noire flambant neuve. Le genre de voiture qui coûte le prix de notre crédit immobilier annuel. Je suis allé me présenter le jour même, c'est ce qu'on fait dans un quartier comme le nôtre. J'ai apporté une bouteille de vin, un Saint-Émilion que je gardais pour une occasion spéciale. Céline m'avait dit que c'était peut-être un peu trop, que je ne le connaissais pas encore, mais je voulais bien faire, je voulais qu'il se sente bienvenu. Il m'a ouvert la porte en survêtement, l'air fatigué du déménagement. Je me suis présenté, Thomas, votre voisin de droite, bienvenue dans le quartier. Il m'a serré la main, un peu distraitement, et m'a remercié pour le vin. On a discuté 5 minutes sur le pas de sa porte. Il m'a expliqué qu'il venait de Paris intramuros, qu'il avait vendu son appartement du 15e arrondissement après son divorce, qu'il cherchait plus d'espace et de calme. J'ai hoché la tête avec sympathie. Un divorce, c'est toujours difficile. Je comprenais qu'il ait besoin d'un nouveau départ. Et puis, j'ai abordé le sujet du stationnement. Pas de manière agressive, vraiment pas, juste pour l'informer, comme on le fait avec tout nouveau voisin. Je lui ai expliqué que la rue était étroite, que chacun avait sa place attitrée, que son garage était là pour sa voiture, et que s'il avait des invités, il y avait un petit parking municipal gratuit à 200 mètres au bout de la rue des Acacias. Il a hoché la tête, ou la souris. Il m'a dit qu'il comprenait parfaitement, qu'il respecterait les règles, qu'il ne voulait pas créer de problème. Ces mots exacts, je m'en souviens encore, « Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de respectueux ». Je suis rentré chez moi content. Céline m'a demandé comment il était, le nouveau voisin. Je lui ai dit qu'il avait l'air correct, un peu froid peut-être, mais poli. On s'est dit qu'on l'inviterait à dîner dans quelques semaines quand il serait installé. Le lendemain matin, dimanche, je suis sorti pour aller chercher des croissants à la boulangerie. Il était 8 heures. Et sa BMW noire était garée pile devant ma porte de garage. Pas à côté, pas près, pile devant. Impossible d'ouvrir, impossible de sortir ma voiture. J'ai pensé à un oubli. Premier jour, nouveau quartier, il ne connaît pas encore ses repères. Ça arrive. Je suis allé sonner chez lui. Pas de réponse. J'ai attendu. J'ai ressonné. Toujours rien. J'ai fini par y aller à pied, à la boulangerie. Ce n'était pas grave. 200 mètres de marche un dimanche matin, ce n'est pas la mort. Quand je suis revenu, sa voiture était toujours là. Elle y est restée jusqu'à 11 heures. Il est finalement sorti, en tenue de jogging, avec des écouteurs dans les oreilles. Je l'ai interpellé depuis mon jardin. Il a retiré un écouteur, m'a regardé avec un air interrogateur. Je lui ai montré sa voiture, puis ma porte de garage. Je lui ai dit, poliment, que j'avais besoin de pouvoir accéder à mon garage. Il a eu ce petit rire, celui qui deviendrait sa signature. Et il m'a dit « Oh, désolé, j'avais oublié, je déplace ça tout de suite ». Il a bougé sa voiture. Je me suis dit que c'était réglé. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu ce genre de situation avec un nouveau voisin? Ces premiers signes qui vous font vous demander si vous avez tiré le mauvais numéro à la loterie du voisinage? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce que je vais vous raconter maintenant, c'est comment ces premiers signes se sont transformés en cauchemars. Le mardi suivant, sa voiture était de nouveau devant mon garage, 7 heures du matin. Je devais déposer les enfants à l'école avant d'aller ouvrir la pharmacie. J'ai sonné chez lui. Pas de réponse. J'ai appelé son numéro, qu'il m'avait donné lors de notre première rencontre. Messagerie. J'ai attendu 20 minutes devant sa porte, mes enfants en pyjama dans la voiture de Céline qui était garée dans l'allée avant qu'il daigne apparaître. Il sortait de sa douche, les cheveux mouillés, une serviette autour du cou. Il m'a regardé comme si j'étais un démarcheur qui le dérangeait. « J'ai encore oublié », il m'a dit. « Désolé. » Le jeudi, même scénario. Cette fois, j'avais une livraison importante à réceptionner à la pharmacie. J'ai dû annuler et reprogrammer. 200 € de frais supplémentaires parce que le grossiste facture les livraisons manquées. Le samedi, sa voiture était là quand des amis devaient venir déjeuner. Ils ont dû se garer à 3 rues de chez nous et marcher sous la pluie. En 2 semaines, j'ai compté 5 incidents. 5 fois où sa voiture bloquait mon garage. Et toujours la même réponse. « Oh, j'ai oublié, désolé ». Mais voilà ce qui était étrange. Ce n'était jamais le garage de Monsieur Dupont qu'il bloquait, jamais l'entrée des autres voisins, toujours le mien, exclusivement le mien. Céline a commencé à s'énerver. Pas contre lui au début, contre moi, parce que je restais trop poli selon elle, parce que je continuais à sonner gentiment, à demander gentiment, à accepter ses excuses bidons gentiment. « Tu es trop gentil, Thomas », elle me disait. « Il te prend pour un con ». Elle avait peut-être raison. Mais je suis pharmacien. Mon métier, c'est d'écouter les gens, de les conseiller, de rester calme même quand ils sont désagréables. La patience, c'est ma formation professionnelle. Et puis, je me disais qu'il finirait par comprendre, que c'était juste une période d'adaptation. Alors j'ai essayé d'autres approches. J'ai mis un mot sur son pare-brise, très poli, lui rappelant les règles de stationnement de la rue.
Le mot a disparu, mais le comportement n'a pas changé. J'ai tenté une conversation plus directe, un soir où je l'ai croisé alors qu'il rentrait du travail. Je lui ai expliqué que ça devenait vraiment problématique, que j'avais des contraintes professionnelles, des enfants à déposer à l'école. Il m'a écouté avec cet air vaguement ennuyé qu'ont les gens qui n'en ont rien à faire de ce que vous dites. Et puis il m'a répondu « Je fais ce que je peux, mais parfois j'oublie. Tu n'as qu'à me rappeler si ça arrive. » Tu n'as qu'à me rappeler, comme si c'était à moi de gérer son incapacité à respecter les règles les plus élémentaires du vivre ensemble. J'ai même été jusqu'à lui montrer le plan de stationnement officiel que la mairie avait distribué à tous les riverains il y a quelques années, un document qui indiquait clairement les emplacements réservés, les zones de garage, les interdictions de stationner. Il l'a regardé 2 secondes, a haussé les épaules et m'a dit que c'était compliqué ces histoires de paperasse. La fois suivante, quand j'ai à nouveau trouvé sa voiture devant mon garage, je lui ai dit que j'allais devoir contacter la mairie si ça continuait. Il m'a regardé droit dans les yeux avec ce sourire condescendant que je commençais à haïr et il m'a répondu « Fais ce que tu veux, parfois j'oublie, attaque-moi en justice si ça te chante ». C'était un défi, il me défiait ouvertement. Si cette histoire vous met en colère rien qu'en l'écoutant, alors cliquez sur le pouce bleu pour me montrer que vous comprenez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Parce que je vous assure, quand quelqu'un vous regarde avec ce mépris total et vous dit essentiellement qu'il se fiche complètement de vous déranger, quelque chose se brise à l'intérieur. Les semaines ont passé. Septembre est devenu octobre. Les feuilles des arbres de la rue des Lilas ont commencé à jaunir, puis à tomber. Et le comportement de M. Bertrand, lui, n'a pas changé d'un iota. J'ai commencé à noter les incidents dans un carnet, date, heure, durée. Au début, c'était juste pour avoir une trace, pour ne pas devenir fou, pour me prouver que je n'exagérais pas. Puis, c'est devenu une habitude, presque une obsession. Chaque matin, avant même de prendre mon café, je regardais par la fenêtre de la cuisine pour vérifier si sa voiture était là. Elle l'était souvent, pas tous les jours, mais suffisamment pour que ça devienne un stress permanent. 3 fois par semaine en moyenne, parfois plus. Le schéma était toujours le même. Il rentrait tard le soir, après 23 heures généralement, et au lieu de rentrer sa voiture dans son propre garage, il la laissait devant le mien. Par flemme, je suppose, ou par pure provocation. Son garage à lui restait vide. J'ai fini par comprendre qu'il l'utilisait comme débarras. Des cartons de déménagement qu'il n'avait jamais vidés, des meubles qu'il n'avait pas la place de mettre dans sa maison, un vélo d'appartement qui prenait la poussière. Sa précieuse BMW, elle, dormait dehors, devant chez moi. Un jour, j'ai croisé M. Dupont devant sa boîte aux lettres. Il m'a demandé comment ça allait avec le nouveau voisin. J'ai soupiré et je lui ai raconté. Il a secoué la tête avec une expression de sympathie mêlée de fatalisme. Il m'a dit que certaines personnes n'ont aucun respect, que c'est comme ça qu'il faut prendre sur soi. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit « Tu sais Thomas, j'ai vécu 70 ans et j'ai appris une chose. Les gens qui profitent de ta gentillesse ne changent jamais tant qu'ils n'ont pas de raison de changer. Tant que ça ne leur coûte rien, ils continuent. » Cette phrase m'a trotté dans la tête pendant des jours. Le pire incident, celui que je vous ai raconté au début, est arrivé un jeudi soir de novembre. Léa était rentrée de l'école avec un petit rhume, rien de grave apparemment. On lui a donné du paracétamol, on l'a mise au lit tôt. Vers 22 heures, Céline est allée la voir et elle est revenue dans le salon avec un visage que je n'oublierai jamais. « Thomas, elle m'a dit, Léa est brûlante. » J'ai pris sa température, 40,2. En pharmacien, je sais que ce n'est pas anodin chez une enfant de 7 ans. J'ai vérifié ses symptômes, posé des questions, regardé sa gorge. Elle se plaignait de douleurs au ventre, elle était apathique, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. J'ai dit à Céline qu'on devait l'emmener aux urgences, par précaution. Mieux vaut y aller pour rien que rater quelque chose de grave. On a habillé Léa rapidement, enveloppée dans une couverture, Hugo dormait et la voisine de gauche, Madame Dupont, a accepté de venir le surveiller en urgence. J'ai pris mes clés de voiture, j'ai ouvert la porte du garage depuis l'intérieur et là, la BMW noire, garée en travers, impossible de sortir. Mon cœur s'est serré, pas maintenant, pas ce soir, pas avec ma fille malade dans les bras de ma femme. J'ai couru chez Bertrand, j'ai sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai tamboriné à la porte, rien. Ses lumières étaient éteintes au rez-de-chaussée, mais j'ai vu de la lumière à l'étage. Il était là, il était forcément là. J'ai appelé son téléphone. Messagerie immédiate. Il avait coupé son portable. J'ai continué à sonner, à frapper. 5 minutes, 10 minutes. J'entendais Céline derrière moi qui me criait « Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Elle est brûlante, il faut y aller !» J'ai pensé à défoncer sa porte, vraiment.
L'espace d'un instant, j'ai imaginé mon épaule fracassant le bois, moi le traînant dehors par le col de son pyjama. Mais je me suis retenu. Parce que c'est exactement ce qu'il voulait peut-être, que je pète les plombs, que je fasse quelque chose d'illégal, que je devienne le méchant de l'histoire. Au bout de 20 minutes qui m'ont paru une éternité, sa porte s'est enfin ouverte. Il était en peignoir, un verre de whisky à la main, l'air agacé d'avoir été dérangé. « C'est quoi ce bordel ?» il m'a demandé. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai expliqué. « Ma fille, 42 fièvre, urgence, votre voiture, maintenant, s'il vous plaît. » Il m'a regardé comme si je lui parlais de la météo. Il a soupiré, il a dit « Bon, attends, je vais chercher mes clés. » Et il est rentré chez lui. Je pensais qu'il allait revenir dans 30 secondes, mais non. 1 minute, 2 minutes. Je l'entendais qui bougeait à l'intérieur, qui ouvrait des tiroirs, qui faisait je ne sais quoi. Céline a craqué. Elle pleurait, ma fille dans les bras, sous le lampadaire de la rue. Elle m'a dit « Appelle une ambulance, Thomas, on ne peut pas attendre. » J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 15. J'ai expliqué la situation au régulateur du SAMU. Enfant de 7 ans, fièvre élevée, douleur abdominale, besoin d'être transporté aux urgences. Il m'a demandé pourquoi je l'emmenais pas moi-même. J'ai dû expliquer que ma voiture était bloquée par un voisin qui refusait de bouger. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis le régulateur m'a dit qu'il envoyait une équipe. C'est à ce moment que Bertrand est enfin ressorti. Avec ses clés et son téléphone. Il s'est approché de sa voiture, lentement, comme s'il avait tout son temps. Il a déverrouillé les portes, il a regardé son téléphone, il a tapé quelque chose, il a ajusté ses rétroviseurs. Céline lui a crié « Dépêchez-vous, bon sang, ma fille est malade !» Il l'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme du mépris. Il lui a dit calmement « Il n'y a pas d'urgence, vous êtes juste hystérique. » Hystérique! Ma femme en larmes avec notre fille brûlante de fièvre dans les bras, hystérique. L'ambulance est arrivée avant qu'il ait fini de manœuvrer. Les ambulanciers ont regardé la scène avec des yeux ronds. L'un d'eux m'a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué en 2 mots. Il a secoué la tête et m'a dit « C'est la première fois que je vois ça ». Ils ont pris Léa. On est monté avec elle dans l'ambulance. Céline est restée avec Hugo et Madame Dupont. Pendant le trajet vers l'hôpital Robert Debray, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par la vitre arrière. Bertrand était toujours là, devant sa voiture, son téléphone à la main. Il ne regardait même pas l'ambulance partir. Léa avait une infection urinaire qui était en train de remonter vers les reins. Pyélonéphrite, c'est le terme médical. Traité à temps, ce n'est pas grave. Mais si on avait attendu plus longtemps, ça aurait pu dégénérer. Les médecins nous ont dit qu'on avait bien fait de venir. On est rentré à 3 heures du matin. Léa allait mieux, sous antibiotiques. Céline était épuisée, soulagée, furieuse. Elle m'a dit « Cette fois, tu fais quelque chose. Je ne veux plus jamais revivre ça. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le salon, dans le noir, à regarder par la fenêtre la rue des Lilas endormie. La BMW noire était toujours là, garée n'importe comment, comme une insulte permanente à notre tranquillité. Et j'ai pris ma décision. Qu'auriez-vous fait à ma place? Sérieusement, je vous pose la question. Quand vous avez essayé la politesse, la diplomatie, les explications et que rien ne marche, quand quelqu'un met délibérément la santé de votre enfant par pure négligence et mépris, qu'est-ce qu'on fait? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, cette nuit-là, j'ai décidé que j'allais utiliser tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris pour lui faire payer, légalement, méthodiquement, sans bavure. Le lendemain matin, j'ai commencé mes recherches. En tant que pharmacien, j'ai l'habitude de chercher des informations précises, de recouper les sources, de vérifier la fiabilité des données. C'est mon métier. Et j'ai appliqué exactement la même rigueur à mon problème de voisinage. Premier réflexe, le code de la route. Article R 417-10. Le stationnement gênant devant les entrées carrossables des immeubles riverains est puni d'une amende de 2e classe, 135 €, et le véhicule peut être mis en fourrière. Deuxième découverte, le Code civil, article 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Bloquer l'accès à un garage, c'est entraver ce droit. Troisième piste, le règlement municipal de Montreuil. J'ai téléchargé le document de 47 pages sur le site de la mairie. Article 12, section 3, il est strictement interdit de stationner devant les accès aux propriétés riveraines. Contravention sanctionnée par les agents de la police municipale. J'avais les bases juridiques. Maintenant, il me fallait les preuves. Le week-end suivant, je suis allé à Leroy Merlin. J'ai acheté une caméra de surveillance extérieure, étanche, avec vision nocturne et enregistrement hora daté sur carte mémoire. 189 €.
Un investissement. Je l'ai installé sous l'auvent de mon garage, orienté vers l'entrée. L'angle de vue était parfait. On voyait clairement ma porte de garage, le trottoir devant et la chaussée où il garait systématiquement sa voiture. J'ai vérifié que la plaque d'immatriculation serait lisible sur les enregistrements. Puis, j'ai fait quelque chose d'important. Je suis allé à la mairie de Montreuil, au service urbanisme, et j'ai demandé un document officiel attestant des limites de ma propriété et de mes droits d'accès à la voie publique. La responsable du service, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes à monture rouge, m'a écouté expliquer ma situation. Elle a hoché la tête plusieurs fois, avec cette expression de quelqu'un qui a déjà entendu ce genre d'histoire 100 fois. Elle m'a délivré un certificat, un document tamponné, signé, avec le plan cadastral de ma parcelle et la mention explicite de la servitude de passage pour véhicule sur les 3 mètres devant ma porte de garage. Un document officiel, inattaquable. J'ai aussi pris rendez-vous avec un avocat, Maître Lefebvre, un spécialiste du droit immobilier dont un collègue pharmacien m'avait donné les coordonnées. La consultation a coûté 150 €. Une demi-heure pendant laquelle il m'a expliqué exactement ce que je pouvais faire et comment le faire. Il m'a dit que j'avais 2 options, la voie pénale, en déposant plainte au commissariat pour chaque infraction constatée, et la voie civile, en saisissant le tribunal d'instance pour trouble anormal de voisinage et demander des dommages et intérêts plus une injonction de cesser. Il m'a conseillé de commencer par la voie pénale, parce qu'elle était plus simple et plus rapide, mais de bien documenter chaque incident, avec des preuves irréfutables. Date, heure, durée, photos, vidéos. Plus le dossier serait solide, plus les autorités prendraient ma plainte au sérieux. J'ai passé les 2 semaines suivantes à constituer mon dossier. Ma caméra tournait 24 heures sur 24. Chaque fois que sa voiture apparaissait devant mon garage, je notais l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Je prenais des photos supplémentaires avec mon téléphone, avec la date et l'heure incrustées. Je gardais tout, absolument tout. En 2 semaines, j'ai documenté 15 infractions. 15 fois où sa BMW était garée devant mon garage pendant plus d'1 heure. Des vidéos nettes, avec sa plaque d'immatriculation parfaitement lisible. Des timestamps qui ne pouvaient pas être contestés. Un soir, Céline m'a trouvé dans le bureau, en train de classer mes fichiers vidéo dans des dossiers numérotés. Elle m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Elle m'a demandé si je n'en faisais pas un peu trop. Je lui ai répondu que je voulais être sûr de gagner, que quand j'agirais, je voulais qu'il n'y ait aucune échappatoire possible. Elle m'a embrassé sur le front et elle m'a dit « fais-le payer ». J'ai aussi commencé à me renseigner sur M. Bertrand. Pas de manière illégale, rien de tel. Juste en observant, en écoutant, en posant quelques questions discrètes aux voisins. Et j'ai appris des choses intéressantes. Madame Dupont m'a dit qu'elle l'avait vu plusieurs fois se garer sur les places handicapées du Carrefour Market de la rue de Paris. Sans macarons, évidemment. Elle trouvait ça scandaleux. Un autre voisin, M. Faure, qui habite 3 maisons plus loin, m'a raconté qu'il avait entendu Bertrand se vanter lors d'une conversation téléphonique dans son jardin. Il parlait de son garage qu'il louait sur une application et de l'argent que ça lui rapportait en plus de son salaire. J'ai noté ces informations. Je ne savais pas encore si elles me serviraient, mais je les ai notées. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, qui se sentent impuissants face à quelqu'un qui ne respecte rien, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul, et il existe des moyens légaux de se défendre. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est comment j'ai utilisé ces moyens, et comment ça a fonctionné au-delà de mes espérances. Le 1er décembre, 2 semaines après l'incident de l'ambulance, je me suis rendu au commissariat de police de Montreuil. Pas celui du centre-ville, mais celui du quartier, rue Franklin. Un bâtiment gris des années 80 avec des néons fatigués et des chaises en plastique dans la salle d'attente. J'avais préparé mon dossier dans une chemise cartonnée rouge. Dedans, il y avait le certificat de la mairie attestant de mes droits d'accès. Les copies des 15 procès-verbaux de constat que j'avais rédigés moi-même, chacun décrivant une infraction, avec la date, l'heure et la durée. Une clé USB contenant les vidéos correspondantes. Des captures d'écran des vidéos montrant clairement la plaque d'immatriculation. Et une lettre de 2 pages résumant la situation et mes demandes. L'agent d'accueil m'a d'abord regardé avec cet air blasé qu'ont souvent les fonctionnaires de police face aux problèmes de voisinage. Il m'a dit « C'est un problème civil, monsieur, voyez avec la mairie ». J'étais préparé. J'ai sorti l'article R417-A10 du Code de la route, imprimé et surligné. Je lui ai montré. J'ai expliqué que le stationnement gênant devant une entrée carrossable était une infraction pénale, pas une affaire civile, que j'avais 15 infractions documentées, que je voulais déposer plainte. Il a soupiré. Il m'a fait attendre 45 minutes. Et puis, un officier est venu me chercher. Un lieutenant d'une 40aine d'années, cheveux grisonnants, regard fatigué mais attentif. Il m'a emmené dans un bureau au 1er étage. Je lui ai tout expliqué, calmement, méthodiquement.
J'ai déroulé mon dossier, pièce par pièce, les vidéos, les dates, les heures, l'incident de l'ambulance, la non-réponse de mon voisin avait tentative de conciliation. Le lieutenant a regardé mes vidéos sur son ordinateur. Il a pris des notes. À un moment, il a levé les yeux vers moi et il m'a dit « C'est la première fois que quelqu'un vient avec un dossier aussi complet pour ce genre de problème. » J'ai répondu que je voulais que les choses soient faites correctement. Il a hoché la tête. Il m'a expliqué qu'il allait transmettre le dossier au procureur pour chaque infraction constatée. Que normalement le parquet classait souvent ce genre d'affaires, mais que vu la récurrence et la qualité des preuves, il y avait de bonnes chances que ça suive. Il m'a aussi dit qu'il allait demander à la police municipale de passer plus souvent dans ma rue pour verbaliser en flagrant délit. Je l'ai remercié. Je suis rentré chez moi. Et puis j'ai attendu. C'est peut-être le plus dur, l'attente. Les jours qui passent sans nouvelles. La voiture de Bertrand qui continue à apparaître devant mon garage comme si de rien n'était. Le doute qui s'installe. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Céline me demandait tous les soirs s'il y avait du nouveau. Je lui répondais non, pas encore. Elle voyait que je dormais mal, que je me levais la nuit pour vérifier si sa voiture était là, que je passais des heures à ressasser, à me demander si j'avais fait les bons choix. Un matin, 3 semaines après mon dépôt de plainte, j'ai vu quelque chose d'inhabituel par la fenêtre. Une voiture de police municipale garée au bout de la rue. Et un agent en uniforme qui prenait des photos de la BMW de Bertrand, garée une fois de plus devant mon garage. Mon cœur s'est accéléré. Ça commençait. J'ai vu l'agent coller quelque chose sur le pare-brise de la voiture. Un papier jaune. Un procès-verbal de contravention. Bertrand est sorti de chez lui 10 minutes plus tard, probablement alerté par le bruit. Il a vu le papier. Il l'a arraché rageusement. Il a regardé autour de lui, cherchant quelqu'un sur qui passer sa colère. Et puis il m'a vu, à ma fenêtre. Nos regards se sont croisés. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardé. Et lui, pour la première fois depuis des mois, il a eu l'air déstabilisé. La semaine suivante, il a reçu son premier courrier recommandé du tribunal de police. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Si vous pensez que j'ai bien fait de documenter méthodiquement chaque infraction avant d'agir, faites-le moi savoir avec un like. Parce que ce qui va suivre, c'est là que les choses deviennent vraiment satisfaisantes. Un mardi soir de janvier, vers 19h, j'étais en train de dîner avec ma famille quand on a sonné à la porte. Je suis allé ouvrir. C'étaient 2 policiers en uniforme. Pas la police municipale cette fois, la police nationale. Ils m'ont demandé si j'étais bien Thomas Mercier. J'ai confirmé. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour me donner les suites de ma plainte et qu'ils allaient ensuite se rendre chez mon voisin. J'ai regardé par la fenêtre. D'autres policiers étaient déjà devant la maison de Bertrand. L'officier a expliqué que sur la base de mon dossier et des verbalisations supplémentaires de la police municipale, le procureur avait décidé de poursuivre. Monsieur Bertrand allait recevoir 15 amendes forfaitaires majorées pour stationnement gênant devant entrée carrossable, 135 € chacune. Total, 2025 €. 2025 €. J'ai dû faire un effort pour ne pas sourire devant les policiers. J'ai hoché la tête, j'ai dit merci et j'ai refermé ma porte. Céline était derrière moi. Elle avait tout entendu. Elle m'a regardé, les yeux brillants, et elle m'a dit « 2000 €. Il va payer 2000 €. » On s'enlaça dans l'entrée. Léa nous a demandé pourquoi on riait. Je lui ai dit que papa avait résolu un problème. Mais je n'avais pas fini. Vous vous souvenez de ce que Madame Dupont m'avait dit? Qu'elle avait vu Bertrand se garer sur les places handicapées du supermarché, sans macarons. Eh bien, j'avais gardé cette information dans un coin de ma tête, et j'avais enquêté. J'ai passé plusieurs samedis matins au Carrefour Market de la rue de Paris, pas à l'intérieur, sur le parking, assis dans ma voiture avec un café et un journal, à observer. Et j'ai vu. 3 fois en 4 semaines, j'ai vu sa BMW noire se garer sur une place réservée aux personnes handicapées, sans le moindre macaron. J'ai filmé, discrètement, avec mon téléphone posé sur le tableau de bord. Date, heure, plaque d'immatriculation, absence visible de macaron. J'ai envoyé ces preuves à la police municipale avec un signalement anonyme. Stationnement abusif sur emplacement réservé aux personnes handicapées. Article R 417-11 du Code de la route. Amende de 135 € et possibilité de mise en fourrière. 15 jours plus tard, j'ai vu une dépanneuse embarquer sa BMW sur le parking du supermarché. Elle est restée à la fourrière 3 jours. Frais de fourrière plus amende, environ 400 € supplémentaires. Et je n'avais toujours pas fini. Vous vous souvenez aussi de ce que M. Faure m'avait dit, que Bertrand louait son garage sur une application. J'ai fait mes recherches. J'ai trouvé son annonce sur un site de location de places de parking entre particuliers. Photo de son garage, adresse exacte, tarif de 80 € par mois. En France, les revenus locatifs, même pour une simple place de parking, doivent être déclarés aux impôts. C'est la loi.
Et si le bien loué fait partie d'une zone soumise à règlement d'urbanisme, comme c'était le cas dans notre rue, il faut aussi une autorisation de la mairie pour le louer. J'ai vérifié auprès du service urbanisme. Aucune demande d'autorisation n'avait été déposée par M. Bertrand. J'ai envoyé une lettre anonyme à la Direction générale des finances publiques, Centre des impôts de Montreuil. Une lettre simple, factuelle. Tel contribuable à telle adresse semble percevoir des revenus locatifs non déclarés. Preuve jointe, capture d'écran de l'annonce avec les dates et les tarifs affichés. Ce que j'ai appris ensuite, je l'ai appris par les voisins. Parce que dans une rue comme la nôtre, tout finit par se savoir. Apparemment, les impôts ont ouvert un contrôle. Ils ont demandé à Bertrand de justifier ses revenus des 3 dernières années. Il a dû fournir des relevés bancaires, des déclarations, des preuves. Et ils ont trouvé des incohérences. Pas seulement le garage, d'autres choses. Des revenus non déclarés de son activité de consultant, des notes de frais personnels passées en déduction, des optimisations fiscales qui n'en étaient pas vraiment. Je ne sais pas exactement combien il a payé en redressement fiscal. Les rumeurs dans le quartier parlent de plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais je n'ai aucune confirmation officielle. Ce que je sais, c'est qu'il a dû vendre sa BMW quelques mois plus tard. Il roule maintenant en Clio d'occasion. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Dites-moi dans quelle région vous habitez, dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous pensez que M. Bertrand a eu ce qu'il méritait, ou si vous pensez que je suis allé trop loin. Les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Un soir de mars, environ 4 mois après le début de mes démarches, quelqu'un a sonné à ma porte. C'était Bertrand, seul, le visage défait. Il avait perdu cette arrogance qui le caractérisait. Il avait l'air d'un homme qui a pris 10 ans en quelques mois. Il m'a dit « Je sais que c'est vous ». Je n'ai rien répondu, je l'ai juste regardé. Il a continué. Les amendes, la fourrière, les impôts, tout ça en même temps. Vous avez fait exprès. J'ai répondu calmement. J'ai dit, vous vous êtes garé devant mon garage, régulièrement, malgré mes demandes. Vous avez empêché ma fille malade d'être transportée à l'hôpital. Vous avez dit à ma femme qu'elle était hystérique. Vous avez dit que je n'avais qu'à vous attaquer en justice si ça me chantait. C'est ce que j'ai fait. Il n'a rien dit pendant un long moment, et puis il a murmuré « Vous m'avez ruiné ». J'ai répondu « Non, vous vous êtes ruiné vous-même. Moi, je n'ai fait que documenter vos infractions et les signaler aux autorités compétentes. Tout ce qui vous arrive, vous l'avez provoqué par votre propre comportement. » Il m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la haine peut-être, ou du respect, ou les deux. Et puis il est parti. Depuis ce jour, il ne s'est plus jamais garé devant mon garage. Plus une seule fois. En fait, il ne se gare plus du tout dans notre rue. Il a dû céder son garage, celui qu'il louait illégalement, pour rembourser ses dettes. Sa place de parking est occupée par le locataire qui paye maintenant le prix officiel, avec bail déclaré. Et sa Clio, il la gare 3 rues plus loin, sur le parking municipal gratuit, celui que je lui avais indiqué le jour de son arrivée, il y a maintenant 1 an et demi. Parfois, je le croise quand il rentre du travail à pied, ses courses à la main, surtout quand il pleut. Il y a quelque chose de poétique dans l'image de cet homme qui se croyait au-dessus des règles, marchant sous la pluie avec ses sacs de supermarché, pendant que moi, je rentre ma voiture dans mon garage. Je lui fais un petit signe de la main quand je le vois, toujours poli, toujours cordial. Il ne me répond jamais. Vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque? Une situation où quelqu'un vous a poussé à bout, où vous avez dû vous battre pour faire respecter vos droits? Racontez-la dans les commentaires. Je lis tous les messages et les meilleures histoires pour être inspiré une prochaine vidéo. 6 mois ont passé depuis la dernière confrontation avec Bertrand. Notre vie dans la rue des Lilas a retrouvé son calme. Léa va bien, elle a totalement récupéré de son infection. Hugo a commencé la maternelle. Céline a eu une promotion au travail. Et moi, je continue à tenir ma pharmacie, à conseiller mes patients, à rentrer le soir dans ma maison que j'ai achetée avec mes économies et ma sueur. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Pas une seule seconde. Certains diront peut-être que je suis allé trop loin, que j'aurais dû me contenter des premières amendes, que le signalement aux impôts c'était de l'acharnement. Peut-être, mais voici ce que j'ai appris de cette expérience. Les gens qui abusent des autres comptent sur votre passivité. Ils comptent sur le fait que vous allez baisser les bras, que vous n'allez pas oser aller jusqu'au bout, que le système est trop compliqué, trop lent, trop décourageant pour que vous l'utilisiez contre eux. C'est pour ça qu'ils continuent. C'est pour ça qu'ils se croient invincibles. Mais le système fonctionne si vous savez l'utiliser, si vous êtes patient, si vous documentez tout, si vous gardez votre calme et vous laissez les preuves parler pour vous. Bertrand m'a sous-estimé. Il a vu un pharmacien de quartier, un père de famille poli, quelqu'un qui essayait de résoudre les choses par le dialogue. Et il a cru que ça voulait dire que j'étais faible, que je n'irais jamais jusqu'au bout. Il s'est trompé. Je n'ai jamais levé la main sur lui, je n'ai jamais crié, je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'illégal. J'ai juste utilisé les outils que la loi française met à disposition de tous les citoyens. Les mêmes outils que n'importe qui peut utiliser, il suffit de les connaître. Mes conseils pour ceux qui vivent des situations similaires, les voici.
Premièrement, documentez tout. Date, heure, photo, vidéo. Un incident isolé ne prouve rien. Un schéma répété, documenté, ordonnaté, ça prouve tout. Deuxièmement, connaissez vos droits. Le code de la route, le code civil, les règlements municipaux. Tout est accessible en ligne. Prenez le temps de chercher les textes qui s'appliquent à votre situation. Troisièmement, consultez un professionnel. Un avocat, même juste pour une première consultation, peut vous dire exactement quelles sont vos options et comment les utiliser efficacement. Quatrièmement, restez calme. Ne donnez jamais à votre adversaire l'occasion de vous faire passer pour l'agresseur. Gardez votre sang-froid, même quand vous avez envie de hurler. Votre colère, canalisez-la dans l'action méthodique. Et cinquièmement, n'abandonnez pas. Le système est lent, les résultats prennent du temps, mais ils arrivent. Si vous avez raison, si vous avez les preuves, si vous suivez les procédures, vous finirez par obtenir justice. Aujourd'hui, quand je rentre ma voiture dans mon garage, j'éprouve une satisfaction tranquille. Pas de la fierté, pas vraiment. Plutôt le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire, d'avoir protégé ma famille, mon chez-moi, ma tranquillité. D'avoir prouvé que la civilité n'est pas de la faiblesse et que la patience peut être une arme redoutable. Bertrand vit toujours à côté de chez moi. On ne se parle pas, on ne se salue pas. Quand on se croise, il regarde ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de son amitié, je n'ai pas besoin de sa reconnaissance. J'ai besoin qu'il respecte mes droits. Et maintenant, il les respecte. C'est tout ce que j'ai toujours demandé. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a donné espoir que la justice existe encore dans ce monde, alors abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui vit peut-être en ce moment même ce que j'ai vécu, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul et qu'il existe des moyens de se battre. Merci d'avoir écouté mon histoire et à très bientôt pour une nouvelle histoire de voisinage, de justice et de karma.